C'est l'heure de push-tard, je te jure. Bienvenue, bien jour et bienvenue dans Push-Start 6, le 6e épisode de la seule émission de Web TV vidéoludique disponible sur Internet Belle de Belgique. Je viens de voir une chauve-souris. Il se trouve que nous sommes maintenant sur ce épisode sur www.push-start.be et nous allons proposer notre galéjade et notre délicieuseté vidéoludique habituelle avec Drake's Uncharted sur PlayStation 3, Guitar Hero 3, Resident Evil The Umbrella Chronicles, la série F0, SOS The Final Escape, un jeu qui doit encore être défini et bien entendu notre habituel style push-start, c'est ça. Neil, un Wiimote, vite. Ça marche pas cette merde. Vite mon astéro H. Bienvenue dans Push-Start. Guitar Hero 3 est un jeu d'Alan Flores développé par Neversoft, les Tony Hawk, Apocalypse, Gun. En fait, ils ont jamais rien grand chose foutu d'autre que la série Tony Hawk. Enfin bon. Et développé donc par Neversoft sur base de Raw, Frequency, bref, pas mal de jeux qui sont basés sur un système assez simple mais musical et qui fonctionne très bien. On va revenir aux bases. Harmonix fait un jeu pour Red Octane qui est à l'époque l'éditeur. Ils avaient un contrat avec Activision, certes, mais Red Octane était l'éditeur de la série Guitar Hero. Ce jeu, c'est Guitar Hero. Depuis, Activision s'est payé l'éditeur, Red Octane, et MTV s'est payé Harmonix. Vous suivez? Ce qui leur permet, avec EA, de sortir le grand ennemi de Guitar Hero, Rock Band, qui, semble-t-il, est un succès. Je ne l'ai pas encore vu arriver par chez moi, mais je le testerai. Guitar Hero 3 est donc le premier jeu récupéré par Activision, et ce n'est pas un mauvais jeu. Je vais vous avouer un truc, moi personnellement c'est mon premier Guitar Hero. J'ai été très surpris, le jeu m'a coûté 90€, je suis rentré avec une belle Gibson Les Paul noire, comme celle qu'utilisait à l'époque Eric Clapton, sauf qu'évidemment Eric Clapton n'utilise pas une gratte en plastoc à la con, il utilise une vraie belle guitare. Et j'étais très surpris, le jeu est efficace, on s'amuse bien, je comprends pourquoi ce jeu est en train de devenir culte. Probablement qu'ils arriveront sans doute chez Activision à vous en dégoûter en sortant un jeu par an et toujours la même chose. Par exemple, on peut voir que le power meter à droite qui sert à rentrer en mode super prout n'est plus du tout un mètre, mais une espèce de manomètre à la con. Ce qui fait même douter de l'utilité du nom, mais enfin bon, c'est des petites choses comme ça. Il y a sur une scène avec Tom Morello, mais j'aurais pas peur du tout. Hein. Pour moi, c'est pas du tout une légende du rock. Où sont les Billy Haley, les Jerry Lee Lewis, les Elvis Presley, les... Bon d'accord. Néanmoins, la sélection est assez large, il y a forcément un ou deux titres de musique qui vous plairont. Moi j'ai choisi du Scorpion, du Kiss, du Beastie Boys pour vous donner une petite idée. J'ai aussi pris du Pat Benatar, j'ai toujours adoré cette petite demoiselle, elle est très drôle dans les années 80 et je ne peux que vous conseiller Guitar Hero 3 disponible sur PlayStation 3, Xbox 360, Xbox 360 et Nintendo Wii. Oui. Où le son est en mono, donc faites gaffe quand vous l'achetez, voir qu'il n'y ait pas ce bug, le son en mono sur une machine, même à 10 000 balles, ça fait quand même très con. Bref, voilà, c'est pas mal. Alors vous me remarquerez que je ne joue qu'en normal, car je n'ai pas eu le temps, et vu que j'avais un pouce pété et une double tendinite, vous m'excusez combat pour la première fois, ça c'est un combat contre une de ces légendes du rock, parce que Guitar Hero 3, légende du rock, et franchement moi je s'excuserai de tout ça. D'ailleurs, l'intégralité des captures vidéo qui ont été faites dans ce nouveau push-start ont été faites avec une double tendinite et un pouce en train de récupérer. Vous m'excuserez donc, mais c'est aussi ça, avoir une passion pour les jeux vidéo. Hein? C'est jouer. Comment tu te sens? J'ai faim, je crois que je me transforme en anglais. Et merde! Resident Evil The Umbrella Chronicles est un jeu, semble-t-il, de Masashika Kawata, développé par Cavia, un spécialiste du jeu à licence, et Capcom, et publié en 2007. Ce titre révisionniste permet de revisiter les opus 0, 1 et 3 de la série pour pourrir certains des bons souvenirs que l'on en avait. Vous aussi, vous pouvez incarner Carlos, Jill, Chris, Albert Wesker et toute la bande de joyeux drills dont Ada et Hank dans ce jeu qui fait tout ce qu'il peut pour détruire les bons souvenirs que l'on avait de cette série. Vous vous souvenez probablement des jeux Resident Evil comme de jeux de survival horror, et le révisionnisme vidéoludique de chez Capcom vous les présente maintenant en jeu de light gun qui non seulement se permettent de faire ce petit aparté qui pourrait être bien drôle, mais se permettent aussi de détruire scénaristiquement quelques-uns des bons points de la série en prenant par exemple comme excellent principe que Chris et Jill ne se sont jamais quittés en entrant dans le manoir au début de Resident Evil. Ce qui, comme vous vous en souvenez, est totalement faux.
parlons un peu du jeu en lui-même malgré tout. C'est un jeu de light gun, typé arcade, comme les Gun Survivor apparus sur PlayStation, PlayStation 2 et arcade, où l'on utilise des Quick Time Events tirés de la série de Resident Evil 4 ou Shenmue si vous aimez Yu Suzuki ou Dragon Slayer si vous êtes encore plus puriste que ça, et qui permettent de se battre contre de gigantesques crabes. Ah non, c'est un scorpion ça. De gigantesques scorpions en guise de boss et d'autres méga monstres et aussi tout ça. Techniquement, le jeu tourne sur le moteur de Resident Evil 4 qui semble encore aussi bien à l'aise sur les machines que Nintendo produit, même si on peut remarquer quelques très graves ralentissements sur le niveau tiré de Resident Evil 3 là où il y a plein de zomblards qui veulent vous bouffer d'un coup. Alors, révisionnisme vidéoludique, comme je le dis pour la 4e fois. Chris et Jill en même temps. Hein. Barry Burton semble disparaître totalement du scénario de Jill, ce qui me semble assez bizarre. Du point de vue scénaristique, à qui ça plaira? Ça plaira probablement aux fans qui pourront sans doute passer outre cette trahison pour trouver quelques petites précisions sur la manière dont Umbrella s'est cassé la gueule. Eh ben, je vais vous le dire en 1000, hein, comme ça vous économisez 60 €. C'est l'action de Albert Wesker, hein, le Superman aux cheveux d'argent, et Chris et Jill, aussi bête que ça puisse paraître. Le jeu en tant que tel n'est pas mauvais. Il n'est certainement pas à la hauteur des 8 sur 10 qu'il a reçu en Amérique, mais comme un bon petit jeu, chopé pas cher et dans lequel on tue des zombies, pourquoi pas. Il n'est même pas si moche pour un jeu Wii. Et maintenant, une petite vanne. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une testicule. Ou un huître. Peut-être une testicule. Oh! Hé, gamine! Quoi? On dit un testicule! Toi aussi, tu es dans Push Start? Link's Crossbow Training est un jeu de Nintendo sorti sur Wii en 2007. Sur Wii. Il est vendu avec un morceau de plastique, figurez-vous, qui transforme votre Wii Remote en Wii Zapper, une espèce de MP5 du futuriste qui est en fait un light gun déguisé. Ce jeu coûte 30 € et il est donc vendu avec un accessoire. On ne sait pas si on paye pour le jeu, on paye pour l'accessoire, on ne sait pas trop. Le fait est que c'est un jeu assez simple, que l'on termine en 1 heure, où on tire sur des machins afin d'avoir des high scores, et on a ensuite des high scores, des petites médailles qui sont très cool et qu'on peut avoir parce qu'on a eu des high scores, voyez-vous. Mais l'un dans l'autre, le truc qui me fait le plus peur dans le jeu, c'est que d'accord, il est vendu à 30 €, on le termine en 1 heure, c'est pas si grave, on n'est pas obligé de l'acheter après tout. Mais qu'en soi, il s'en est déjà vendu 1 070 000 exemplaires à travers le monde. Tout ça pour ça. Un jeu de tir assez simple, pas nécessairement mauvais, mais qui sent quand même la grosse pure arnaque, et donc imaginez qu'1 million et quelques de personnes ont ressemblé à ça chez eux. 1 million et quelques. Je me sens pas bien, j'ai faim, je perds des poids, je crois. Tiens, prends une tablette de HP. Ah, écoute, je Souvenez-vous de votre enfance et des bandes d'arcade d'antan. Voilà Revolution X featuring Aerosmith, un jeu de light gun, c'est-à-dire de... Miaou. Oh, un chat dans Push Start. C'est donc un jeu où on tire sur des méchants, un peu à la Terminator 2, mais en mauvais. C'est un jeu qui featuring Aerosmith, donc il y a Aerosmith. Dans le futur, la musique c'est interdit, et c'est pour ça qu'il est très important de sauver le monde en envoyant des CD, en tirant avec une arme qui est parfaitement inefficace contre quoi que ce soit, si ce n'est les piou-piou clonés jaunes de base, qui sont vos ennemis de base dans ce futur dystopique. Et oui, dystopique. Nous allons donc petit à petit pouvoir vous présenter probablement l'un des pires jeux jamais développés sur console, PlayStation. C'est un jeu qui a été porté à partir de la Super NES. Nous avons gagné de magnifiques chargements, des ennemis qui font oh 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 et qui se protègent avec un bouclier qui ne touche pas les parties à protéger. Nous arrivons bientôt dans un élément scénique et j'ai donc un élément scénique à vous présenter. Neil Cambier. Bonjour, et voilà, nous arrivons dans la ruche principale de ces petites abeilles jaunes, qui est en fait la salle de concert d'Aerosmith, qui ne semble pas perturbé par le fait que l'on dégaine ce flot d'ennemis incessant. D'ailleurs, on peut voir qu'on ne peut pas tirer toujours sur les ennemis correctement, car leurs genoux sont les points faibles. Et voici Alexandre. Ouais, salut, donc voilà, concert d'Aerosmith, chargement, en plein concert, c'est génial, ça fait plaisir. Alors c'est reparti, toujours pas de son, oui c'est du playback, non, dégage, moonwalk, hein, avec un peu de curling, c'est un peu, oui c'est le futur, ça vous verrez. Alors quand vous voulez pas partir, on fait un coup de curling. Alors ici c'est la loge d'Aerosmith, avec loge magique, hein, n'oublions pas, ça se voit, hein, drogue, alcool, guitare,
Et alors, superbe télé, écran plasma, 107 cm, avec toute nouvelle technologie, dans le futur, hop, les clés passent à travers. C'était donc le pouvoir de la téléportation, de la domotique particulière de Aerosmith, mais voyons aussi qu'ils avaient quelque chose de très bien dans leur voiture, une espèce d'ordinateur de bord qui leur dit où aller, et que la voiture d'Aerosmith est cool. C'est quand même très cool. Et Fonzie, il est cool. Ah, bon, mais quand ça marche, c'est très bien, on peut même regarder des petites vidéos qui présentent les prochaines missions, elles font 2 secondes. Et quand on arrive au Moyen-Orient, la bonne idée c'est de tirer sur un bus, il semble que ce soit à la mode, mais ce bus c'est un bus qui a été pimpé par l'équipe de Pimp Mon Bus, il a des tourelles. Waouh. Il y a aussi des ninjas dans un hangar, parce que dans un hangar on entrepose généralement des ninjas. Hein. Et je crois qu'on peut aussi vous faire remarquer qu'il y a des clones de Kraftwerk. Dans le futur, toutes les femmes sont clonées, c'est donc une seule femme, tout le temps la même, clonée à l'infini, c'est terrible. Ce qui doit bien plaire aux hommes clonés, mais qui sont aussi clonés, c'est un peu genre, ils sont aussi clonés quoi. Je crois que Neil a quelque chose à nous dire sur ce magnifique bureau. Je crois que tu as le même, non? Tout à fait. Trouvé au coin des bonnes affaires d'IKEA, de midi à 12h, le nouveau bureau du chef des abeilles, qui peut se transformer en un magnifique hélicoptère avec taille crayon incorporée. Nous y voilà, c'était donc un test conjoint dans Push Start, la seule émission vidéoludique belge qui ne vous parle que de jeux vidéo. D'une manière ou d'une autre, c'était beau, c'était magnifique, et préparez-vous à voir le futur en face. Et oui, on dirait un lance-clous, mais c'est parce que c'est un lance-clous ce truc. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Ouais, je sais pas. Ça va. Ouais. Si vous connaissez la compagnie Irem, une compagnie presque historique du monde du jeu vidéo japonais qui a été fondée en 1974, vous la connaissez probablement pour sa série R-Type. Irem a aussi produit un jeu qui s'appelait Zatai Setsumei Tochi, ou SOS The Final Escape, qui nous est arrivé par chez nous en 2002, et qui à vrai dire date de 2002. Ce jeu est un survival horror bizarre. Bizarre pour une première raison, je ne sais rien grand chose sur la personne qui l'a fait, je ne sais même pas quel est le lead designer de ce titre et je n'ai trouvé cette information nulle part. De notre point de vue, c'est un survival horror bizarre parce qu'on doit vraiment y survivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un zombie, il n'y a pas l'ombre d'un monstre, même s'il y a un sniper russe dedans. Et il se trouve que dans ce jeu, l'on doit se battre contre la soif, qui est cette petite barre bleue, et contre la perte d'HP qui peut être ici encourue par le fait de se casser la gueule, tandis que l'intégralité du monde qu'il y a autour de vous essaye de vous écraser, car vous êtes en fait sur une île, sur pilotis, construite par l'homme et qui va petit à petit se casser la gueule suite à un séisme. Vous jouez le rôle de Keith, grand journaliste et explicateur de pourquoi les échelles se cassent la gueule pendant les cutscenes, mais aussi vous y jouez évidemment le rôle de ce journaliste qui petit à petit va découvrir le pourquoi du comment, du fait qu'une île créée par l'homme peut se casser la gueule. Je n'ai qu'une chose à en dire, j'ai été très surpris par ce titre qui est effectivement très bon. D'accord, il n'est pas magnifique, mais pour un jeu 2002 sur PlayStation 2, c'est raisonnable. On peut jouer le rôle du journaliste fils de pute qui ne cherche qu'à sécuriser son histoire. On peut jouer le gentil gars qui sauve les petits vieux, les petites dames et les petits chiens. Regardez, il est content le petit chien. Il regarde le public, il regarde tout le monde, il vous dit salut, c'est mignon. On peut aussi faire hey, ce qui est très important. Les relations entre les personnages sont relativement efficaces, le scénario est beaucoup plus profond qu'on pourrait s'y attendre pour un jeu finalement assez low cost et bas budget. Et finalement, je suis surpris que ce jeu n'ait pas eu plus de retentissement quand il est sorti. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Un survival horror sans monstre, un survival horror qui nécessite que vous fassiez un peu de saut. Il y a un peu de platforming très léger, mais surtout le plus important là-dedans, c'est l'aspect RPG qui vous force à rester hydraté et manger pour vous retaper les points de vie quand c'est nécessaire, vous appliquer des bandages et tout le tintouin. Regardons le système d'inventaire qui m'a semblé assez innovant, pour ne pas dire novateur, ce qui serait plus français. Regardez, c'est dans des petits cubes, on peut choisir ce qu'on garde, on peut choisir ce qu'on utilise, c'est assez bien. Et pour sauver, on boit de l'eau. Voilà, essayez-le, il est très bon, il coûte 10 €. Phew. Vite, faut chercher le trésor. Ici, il y a un colis qui a été destiné à la mafia.
Uncharted Drake's Fortune est un jeu de Richard Le Marchand, un gars qui a bossé sur les Tomb Raider Legend, les 2 Pandemonium, etc., qui était développé par Naughty Dog, vous savez, les Jack and Daxter, Crash Bandicoot sur PlayStation avant qu'ils vendent la licence à Vivendi, édité par Sony Computer Entertainment en 2007. Et si vous avez déjà joué à un jeu sur PlayStation et que vous ignorez qui est ou ce qu'est Sony Computer Entertainment, je ne peux rien pour vous, vous êtes autiste. Vous ne comprenez probablement pas cette vidéo. Néanmoins, je me permets de dire bonjour à tous nos amis autistes qui nous regardent et nous écoutent, rouler en boule dans un coin, dans une cellule capitonnée quelque part. Ce jeu suit Nathan Drake, l'espèce de crétin qui ressemble à Ben Affleck, dans sa quête pour trouver le trésor de son ancien ancêtre, ou du moins le pense-t-il, Sir Francis Drake, qui, comme vous vous en souvenez, était un flibustier qui travaillait pour le bien, et comme tout le monde le sait, le bien, c'est la couronne d'Angleterre. Donc en fait, c'était un hors-la-loi qui volait les différents bateaux espagnols pour enrichir la couronne de son pays. And God save the Queen! C'est un mélange de différents types de gameplay, il y a du combat et oh tchotcho mes oreilles. Désolé, le son semble déconner, mais si vous savez encore entendre ce que je dis, c'est que vous avez encore votre tympan et que vous me voyez particulièrement désolé. Donc Nathan Drake est accompagné d'une charmante reporter qui s'appelle Helena Fisher et d'un certain Sullivan, qui est ce gars avec le joli cigare mouillé dans la bouche. Et ils cherchent ensemble un trésor qui pourrait les amener à trouver carrément l'endroit mystique d'Eldorado, c'est-à-dire ce magnifique pays où tout est en or. Et le fait est que, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire du scénario, parce que le scénario, c'est... Vous avez en gros 7 à 8 heures de gameplay et à 10 heures... excusez-moi. Il y a 7 à 8 heures de gameplay et à 10 € l'heure de gameplay, je ne peux évidemment pas vous en faire perdre la moindre goutte, à moins d'être un vraiment méchant petit enfoiré, ce que je ne suis pas. Et donc je ne vais pas le faire. Évidemment, si vous avez déjà fini le jeu et que vous savez toutes les délicatesses du scénario, je ne peux que vous adresser un grand clin d'œil et dire aux gens, s'il vous plaît, ne pas spoiler les autres. Nous allons donc voir un élément à la Prince of Persia et Tomb Raider Legend. Vous voyez bien les lianes, vous voyez bien qu'on s'accroche au mur. Et vous me direz, oui mais Arthur, bordel, si on devait considérer que tous les jeux où on s'accroche aux lianes et on part de mur, c'est des jeux à la Tomb Raider ou Prince of Persia, on n'y sera pas parti. On va donc dire aussi que c'est un image à Pitfall, j'imagine. Toujours est-il que ce jeu a un feeling et une vibe, comme disent les Jones, dont je fais partie, qui s'apparente plus au serial des années 30 qu'autre chose. On sent visiblement une influence Doc Savage, tous ces films à la Tarzan, à de la RKO, les films de la République, Films, tous ces films à 12 balles, et aussi les Indiana Jones, pour l'humour. C'est un jeu qui a pas mal d'humour, qui est doté d'un gameplay assez bien en béton. Il y a quelques trucs qui sont un peu gênants, comme par exemple le fait que... j'arrive pas à en penser un, donc en fait ce jeu doit vraiment être bon. Vraiment même très bon, même vu que je n'arrive pas à trouver moi un problème à ce jeu. Si je devais me plaindre, oui, effectivement. Les armes sont relativement limitées. Et parfois on n'a pas exactement l'arme qu'on voudrait au moment où on voudrait. Mais ça fait aussi partie du jeu, il faut savoir jouer avec ce qu'on a. Donc c'est un jeu où on se bat, c'est un jeu où on conduit un jet ski, c'est un jeu où on débloque des secrets comme le filtre Next Gen qui rend le jeu parfaitement injouable mais très beau. C'est un jeu qui est graphiquement impressionnant. C'est un titre qui fera partie d'une série, et quand on sait qu'ils en ont déjà vendu un peu plus d'1 million d'exemplaires, on se dit que cette fois-ci c'est parfaitement raisonnable, c'est totalement justifié. Un jeu qui a une qualité cinématographique pareille, tout en étant interactif, en ayant un scénario qui tient la route, des personnages attachants, bien joués. Mention spéciale à Nolan North dans le rôle de Nathan Drake, Emily Rose dans le rôle de Helena Fisher, Richard McGonagall, l'homme qui a un nom qui sonne un peu comme Testicle, dans le rôle de Sully. Ils font tous un très bon boulot, la musique est... bizarrement symphonique et d'une excellente qualité. Le jeu est vraiment l'une des bonnes surprises qu'il y a sur PlayStation 3 et certainement l'un des très bons jeux à posséder sur ce support. Je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment bien. Vraiment. Non mais sérieux. Ok, je laisse quelques secondes pour que le concept vous rentre bien dans le crâne. C'est Sonic, c'est sur une console portable, mais laquelle donc? Nous voyons bien que c'est bichrome, nous voyons bien que ce sont des... Ah, c'est Sonic 3D Blast 5 sur Game Boy Color. Alors, la vidéo que je vous montre est accélérée à 120%. Écoutons un petit peu cette magnifique musique. J'ai l'impression que j'ai mon cerveau qui fond, c'est dire. En tout cas, c'est un extraordinairement mauvais jeu, et vous vous demandez probablement pourquoi Sonic est sur Game Boy. Eh ben, c'est très simple.
C'est une copie taïwanaise. Voilà, c'est nul. Mais ça existe. C'est vraiment... Salut, chien. Oh, t'as un œil totalement explosé. Quand on pense Nintendo, on ne pense que trop rarement à F-Zero. F-Zero sur Super NES est un jeu de Kazunori Shimizu et Shigeru Miyamoto sur un concept de Takaya Imamura, le designer des vaisseaux et de Captain Falcon. C'est un titre de Nintendo ED qui est responsable, entre autres, des Zelda, des Mario, enfin vous voyez bien quel genre de boîte c'est. C'est un jeu surtout connu pour son utilisation du mode 7. Ce mode 7, c'est donc le premier titre à l'utiliser, et c'est celui qui rendra fameux Pilot Wings, Final Fantasy VI et d'autres jeux du même genre. C'était d'ailleurs prévu, mais fut coupé en morceaux et sorti sur Satellaview, un système de jeu, plutôt de téléchargement de jeux par satellite, propre des activités de Nintendo Online, un gros foirage. En fait, sachez que c'est un titre dont Toshihiro Nagoshi, le chef de l'époque de chez Sega M2, la plus grande boîte de jeux arcade au monde, la meilleure boîte de jeux arcade au monde, a dit « En fait, ce jeu m'a appris comment un jeu devait être. » C'est quand même pas rien de la part d'un mec qui bossait chez Sega, qui était le concurrent différent et direct. D'un coup de claquement magique de doigts, nous passons sur F-Zero X sur N64, un jeu de Tadashi Sugiyama et Shigeru Miyamoto sorti en 1998, un titre réalisé par Nintendo EAD. C'est le premier titre en 3D de la série à utiliser ce système de boost qui lui est propre, c'est-à-dire que, contrairement à la série, au premier F-Zero, où on récupérait des boosts à chaque fois qu'on passait un tour, ici c'est l'énergie qui est couplée avec le booster. Au plus on utilise son boost, au moins on a d'énergie, au plus on risque de finir dans le décor explosé et de perdre une des vies qui nous sont données pour finir le niveau. Voilà. On se souviendra que ce jeu est relativement moche, qu'il a le son en mono, mais que c'est à 60 FPS constant que l'on joue à ce chef-d'œuvre de chez Nintendo. En effet, on va aussi mentionner la X-Cup où le tracé des jeux, excusez-moi, le tracé des différents parcours est fait aléatoirement et que le jeu était censé être soutenu par un autre foirage made in Nintendo, 64 Disk Drive, où on devait pouvoir designer ses propres circuits. Magnifique idée, mais bon. D'un coup de tournement magique, nous passons à F-Zero GX, qui est un jeu de 2003, le premier jeu Sega de la série, développé par Amusement Vision, un titre de Hiroyuki Sakamoto et Shigeru Miyamoto, sur une idée de Takaya Imamura, qui rempile d'ailleurs comme aide conceptuelle, j'imagine. Premier titre avec mode story, premier titre avec possibilité de construire son vaisseau et de le customiser. C'est aussi le premier jeu de la série à être connectible avec une version arcade qui s'appelait F-Zero AX. Pour peu que vous soyez japonais et riche, vous avez pu vous payer donc une carte mémoire que vous pouviez insérer dans la borne afin de débloquer circuits et vaisseaux d'une version à l'autre. Il y a aussi un mode ranking par internet qui utilise un code, vu que la GameCube était encore et toujours une machine sans internet. Et quand on y réfléchit, la Wii est aussi une machine à l'implémentation du jeu online particulièrement foireuse. Merci Nintendo. Nous allons donc pouvoir continuer à discuter. Il me reste à peu près 40 secondes à tuer avec vous. Qu'est-ce qu'ils foutent chez Nintendo? Je veux dire, ça fait des années que je soutiens cette série, comme beaucoup de gens, mais pas beaucoup, seulement 300 000 à 400 000 ventes dans le monde, et j'avais entendu dire qu'un remake n'était pas impossible sur Wii, ce serait déjà ça de prix, même si j'aurais préféré un nouvel opus. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Qui il faut sauter, sérieusement, chez Nintendo pour avoir un nouveau F-Zero? Je veux dire, je suis prêt à aller le faire, hein. Je vais payer mon petit putain de ticket d'avion, je vais aller baiser le gars qu'il faut chez Nintendo, et on aura notre nouveau jeu F-Zero. Non, je déconne, ce serait très dur. Mais enfin, il me reste quelques secondes pour vous dire que F-Zero X était sorti en 1998, j'avais oublié de le dire. Je vous donne rendez-vous dans PushStart sur www.push-start.be pour d'autres aventures vidéoludiques dans très bientôt. PushStart, c'est l'émission vidéoludique de jeux vidéo qui ne parle donc que de jeux vidéo.